C'est le matin du dimanche de Pâques, le 28 mars de l'an 845. Les cloches des églises de Paris devraient sonner pour célébrer la résurrection du Christ, le jour le plus sacré du calendrier chrétien. Au lieu de cela, elles sonnent le tocsin, ce signal d'alarme qui glace le sang de quiconque l'entend. Car sur la Seine, remontant le fleuve avec la régularité implacable d'un cauchemar, apparaissent les voiles rayés de rouge et de blanc de 120 dracars vikings. 120 navires. 5000 guerriers aux cheveux longs et aux barbes tressées, armés de haches, d'épées et de cette soif de sang et d'or qui a déjà mis l'Europe à genoux. À leur tête, selon la légende, se trouve l'homme le plus terrifiant de son époque, un chef de guerre dont le nom seul fait trembler les moines dans leur monastère, Ragnar Lodbrok. Les habitants de Paris regardent cette flotte de morts s'approcher et comprennent que leur monde est sur le point de s'effondrer. Certains fuient vers les collines environnantes, emportant ce qu'ils peuvent. D'autres se précipitent dans les églises pour prier, convaincus que la fin des temps est arrivée. Les prêtres sortent les reliques des saints, espérant que ces ossements sacrés protégeront la ville contre les païens du Nord. Ils ont tort. Rien ne protégera Paris. Dans les jours qui suivent, la capitale du royaume franc occidental va connaître l'humiliation la plus totale de son histoire. Elle va être pillée, brûlée, violée. Son roi va payer une rançon colossale pour que les envahisseurs acceptent de partir. Et cette catastrophe va marquer le début d'un siècle de terreur qui transformera à jamais la face de l'Europe. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire du premier grand siège de Paris par les Vikings. L'histoire d'un empire qui s'effondre et d'une civilisation qui apprend, dans la douleur et le sang, à se défendre contre un ennemi qu'elle ne comprend pas. C'est une histoire de violence et de trahison, de foi et de désespoir, de lâcheté royale et de courage désespéré. Mais avant de plonger dans les flammes de ce dimanche de Pâques, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment le plus puissant empire d'Occident depuis Rome a-t-il pu s'effondrer au point de ne plus pouvoir défendre sa propre capitale contre quelques milliers de pirates nordiques? La réponse commence 40 ans plus tôt, avec la mort d'un homme qui avait tenu l'Europe dans sa main de fer. En l'an 814, Charlemagne meurt à Aix-la-Chapelle. Il a 72 ans, un âge extraordinaire pour l'époque. Il laisse derrière lui un empire qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à l'Elbe, de la mer du Nord jusqu'à Rome. Il a unifié les tribus germaniques, conquis les Lombards, repoussé les Sarrasins, converti les Saxons par l'épée. Le pape l'a couronné empereur des Romains, ressuscitant un titre qui n'avait plus été porté en Occident depuis 3 siècles. Mais Charlemagne laisse aussi un problème fatal, la tradition franque de partager le royaume entre tous les fils du roi. Cette coutume, qui peut sembler équitable, est en réalité un poison lent qui va détruire tout ce qu'il a construit. Par chance ou par malheur, Charlemagne n'a qu'un seul fils survivant au moment de sa mort. Louis, surnommé le Pieux pour sa dévotion religieuse intense, hérite de l'empire intact. Mais Louis est un homme faible, tiraillé entre sa foi et ses devoirs politiques, manipulé par ses conseillers et ses femmes successives. Et surtout, Louis a 3 fils de son premier mariage et un 4e d'un second mariage, et ces 4 fils vont se déchirer comme des loups sur une carcasse. Ce qui suit est l'une des guerres civiles les plus destructrices de l'histoire européenne. Pendant près de 30 ans, les fils de Louis le Pieux vont se combattre, s'allier, se trahir, se réconcilier, puis se combattre à nouveau. Les batailles sont sanglantes. Les alliances changent constamment. Les nobles jouent un camp contre l'autre pour augmenter leur propre pouvoir. Et pendant que les Carolingiens s'entretuent, les frontières de l'Empire restent sans défense. En 840, Louis le Pieux meurt après une vie de défaite et d'humiliation. Ses 3 fils survivants, Lothaire, Louis et Charles, se lancent immédiatement dans une nouvelle guerre. En 841, à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye, les armées franques s'affrontent dans un carnage qui laisse des dizaines de milliers de morts sur le terrain. Un témoin écrit que les champs sont si couverts de cadavres qu'on ne peut plus voir l'herbe. Finalement, épuisés par cette guerre fratricide, les 3 frères signent le traité de Verdun en 843. Ce traité est l'un des documents les plus importants de l'histoire européenne, car il dessine les frontières qui deviendront plus tard l'Allemagne, la France et une bande de territoires intermédiaires qui seront disputés pendant 1000 ans. Lothaire, l'aîné, reçoit le titre impérial et une longue bande de territoires allant de la mer du Nord à l'Italie, incluant les anciennes capitales d'Aix-la-Chapelle et de Rome.
Louis, dit le Germanique, reçoit les terres à l'est du Rhin, ce qui deviendra l'Allemagne. Et Charles, le plus jeune, surnommé le Chauve peut-être à cause d'une calvitie précoce ou peut-être par ironie, reçoit les terres à l'ouest, ce qui deviendra la France. C'est ce Charles le Chauve qui règne sur Paris en 845. C'est lui qui va devoir faire face aux Vikings. Et c'est lui qui va échouer de manière spectaculaire. Charles le Chauve a environ 22 ans au moment du traité de Verdun. C'est un homme intelligent, cultivé, patron des arts et des lettres. Les manuscrits enluminés produits sous son règne sont parmi les plus beaux de l'époque carolingienne. Il aime la théologie, la philosophie, la poésie. Dans d'autres circonstances, il aurait pu être un grand roi de paix. Mais Charles n'est pas un roi de paix. Il est un roi de crise. Et il n'a pas les qualités nécessaires pour faire face à cette crise. Son royaume est le plus riche des trois, grâce aux terres fertiles de la Gaule et aux villes commerçantes de la côte. Mais cette richesse est aussi une malédiction, car elle attire les prédateurs. Son royaume a aussi les côtes les plus exposées, ouvertes sur la Manche et l'Atlantique, ces mers d'où viennent les dracars. Pire encore, Charles n'a pas le contrôle réel de son propre royaume. Les grands nobles, les comtes et les ducs, ont profité des guerres civiles pour accroître leur autonomie. Ils obéissent au roi quand cela les arrange et l'ignorent quand cela ne les arrange pas. L'armée royale, qui était autrefois une machine de guerre redoutable sous Charlemagne, n'est plus qu'une collection de contingents féodaux qui arrivent en retard, partent tôt et refusent de combattre si les conditions ne leur plaisent pas. Les monastères et les évêchés, qui sont les centres de la richesse et de la culture, sont théoriquement sous la protection du roi. Mais comment le roi peut-il les protéger quand il n'a pas d'armée permanente, pas de flotte, pas même un système d'alerte efficace pour prévenir des attaques? C'est dans ce royaume affaibli, divisé, mal défendu, que les Vikings vont frapper. Et ils vont frapper fort. Pour comprendre ce qui arrive à Paris en 845, il faut d'abord comprendre qui sont ces hommes qui descendent de leurs navires avec des haches à la main et le meurtre dans les yeux. Les Vikings ne sont pas un peuple unifié. Ce sont les habitants de la Scandinavie, cette péninsule nordique qui comprend ce que nous appelons aujourd'hui le Danemark, la Norvège et la Suède. Ils parlent des langues apparentées, partagent une culture commune, adorent les mêmes dieux. Mais ils ne forment pas une nation. Ils sont divisés en clans, en royaumes, en chefferies qui se font la guerre aussi souvent qu'ils attaquent les étrangers. Le mot viking lui-même est sujet à débat. Certains historiens pensent qu'il vient du vieux norrois vik, qui signifie baille ou crique, et désignerait donc les hommes des bailles, les marins. D'autres pensent qu'il vient de vikja, qui signifie tourner ou s'écarter, et désignerait ceux qui s'écartent de la route normale, les pirates. D'autres encore suggèrent une origine dans le nom du Viken, la région autour du fjord d'Oslo. Quelle que soit l'étymologie, le mot va devenir synonyme de terreur. Dans les chroniques franques, les Vikings sont appelés Normands, ce qui signifie simplement hommes du Nord. Les moines qui écrivent ces chroniques les décrivent comme des démons, des bêtes sauvages, des instruments de la colère divine envoyés pour punir les chrétiens de leurs péchés. Mais qui sont vraiment ces hommes? La société scandinave du IXe siècle est organisée autour de trois classes. Au sommet, il y a les jarls, les nobles guerriers qui possèdent des terres, des navires et des hommes. En dessous, il y a les carls, les hommes libres qui cultivent la terre, pêchent, commercent et combattent quand leurs jarls les appellent. Tout en bas, il y a les thralls, les esclaves, qui peuvent être des prisonniers de guerre, des débiteurs ou des descendants d'esclaves. C'est une société violente, où la réputation est tout. Un homme est jugé sur son courage au combat, sa générosité envers ses compagnons, sa loyauté envers son chef. La pire chose qui puisse arriver à un viking n'est pas la mort, c'est le déshonneur. Mourir de vieillesse dans son lit est considéré comme une fin pitoyable. Mourir l'épée à la main, face à ses ennemis, est le destin le plus glorieux possible. Cette glorification de la mort au combat est intimement liée à leur religion. Les Vikings adorent un panthéon de dieux qui ressemble beaucoup à eux-mêmes, violents, passionnés, rusés, voués à une fin tragique. Le chef de ces dieux est Odin, le père de tout, un dieu borgne qui a sacrifié son œil pour obtenir la sagesse. Odin préside le Valhalla, le palais des morts, où les guerriers tombés au combat festoient et combattent pour l'éternité en attendant le Ragnarök, la bataille finale où les dieux eux-mêmes périront. Pour entrer au Valhalla, il faut mourir en combattant. Les Valkyries, les servantes d'Odin, parcourent les champs de bataille et choisissent les plus braves parmi les morts pour les emmener au paradis des guerriers. Ceux qui meurent de maladie ou de vieillesse vont dans le sombre royaume de Hel, un enfer de froid et de brouillard. Cette croyance explique en partie la bravoure presque suicidaire des Vikings au combat. Ils n'ont pas peur de la mort parce que la mort au combat est une récompense, pas une punition. Elle explique aussi leur cruauté apparente. Dans leur vision du monde, tuer un ennemi n'est pas un péché mais un honneur qu'on lui fait, en lui offrant une chance d'entrer au Valhalla.
Mais la religion n'est pas la seule raison des raids vikings. Il y a aussi des causes très pragmatiques. La Scandinavie du IXe siècle connaît une croissance démographique significative, peut-être due à une période de climat relativement doux qui permet de meilleures récoltes. Mais les terres cultivables restent limitées, coincées entre les montagnes et la mer. Les fils cadets des familles, qui n'héritent pas des terres de leur père, doivent trouver leur fortune ailleurs. En même temps, les Scandinaves perfectionnent une technologie qui va changer l'histoire, le drakkar. Le drakkar, ou l'anquipe en vieux norrois, est une merveille d'ingénierie navale. C'est un navire long et étroit, construit avec des planches de chêne assemblées à clin, c'est-à-dire se chevauchant comme les tuiles d'un toit. Cette technique donne une coque à la fois légère et flexible, capable de résister aux vagues de l'Atlantique Nord. Le drakkar a un faible tirant d'eau, ce qui signifie qu'il peut naviguer dans des eaux très peu profondes. Là où les navires méditerranéens s'échoueraient, le drakkar continue d'avancer. Il peut remonter les fleuves loin à l'intérieur des terres. Il peut s'approcher des côtes et débarquer ses guerriers directement sur les plages. Le drakkar peut être propulsé par des voiles ou par des rames. Avec un bon vent, il peut atteindre des vitesses de 15 nœuds, plus rapides que presque n'importe quel navire de l'époque. Contre le vent ou dans les calmes, les rameurs prennent le relais. Un drakkar typique transporte entre 30 et 60 guerriers, qui sont aussi ses rameurs. Ces hommes ne sont pas des passagers. Chacun d'eux sait manœuvrer le navire, et chacun d'eux peut se battre. L'aspect le plus terrifiant du drakkar pour ses victimes est sa proue sculptée, généralement en forme de dragon ou de serpent. Ces figures de proue ne sont pas simplement décoratives. Elles ont une fonction psychologique et spirituelle. Les Vikings croient qu'elles effraient les esprits protecteurs des terres qu'ils attaquent. Pour les chrétiens qui voient ces bêtes surgir de la brume, elles ressemblent aux démons de l'Apocalypse. Les premiers raids vikings sur l'Europe occidentale commencent à la fin du 8e siècle. En 793, des navires nordiques attaquent le monastère de Lindisfarne sur la côte nord-est de l'Angleterre. C'est un choc immense pour le monde chrétien. Lindisfarne est l'un des centres spirituels les plus importants de la chrétienté britannique, le lieu où saint Cuthbert avait vécu et accompli des miracles. Que des païens osent profaner un tel lieu saint semble impossible, impensable. Le moine Alcuin, conseiller de Charlemagne, écrit depuis Aix-la-Chapelle, « Jamais une telle terreur n'était apparue en Bretagne comme celle que nous avons maintenant subie de la part d'un peuple païen. On ne pensait même pas qu'un tel voyage depuis la mer fût possible. Voici que l'église de saint Cuthbert est éclaboussée du sang des prêtres de Dieu, dépouillée de tous ses ornements. » Après Lindisfarne, les raids se multiplient. L'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre sont frappés à répétition. Puis les Vikings se tournent vers le continent. En 799, des navires nordiques apparaissent au large des côtes franques. Charlemagne, dit-on, pleure en les voyant, non pas de peur mais de tristesse, prédisant les malheurs que ces hommes du Nord infligeront à ses descendants. Dans les années qui suivent la mort de Charlemagne, les raids s'intensifient. Les Vikings découvrent que l'empire carolingien, si puissant en apparence, est incapable de défendre ses côtes. Les monastères, qui regorgent d'or, d'argent et d'objets précieux accumulés par des siècles de dons pieux, sont des cibles parfaites. Ils sont souvent situés sur des îles ou près des embouchures des fleuves, accessibles par mer. Ils sont défendus par des moines qui ne savent pas se battre. En 820, 13 navires vikings attaquent la Flandre. En 834, Dorestad, le plus grand port commercial de l'Empire sur le Rhin, est pillé pour la première fois. Il sera pillé à nouveau en 835, 836 et 837. En 841, Rouen, la grande ville de la Seine, est prise et saccagée. Les Vikings découvrent que la Seine est une autoroute qui mène au cœur du royaume franc. C'est cette découverte qui va conduire à la catastrophe de 845. La Seine est le fleuve roi de la France occidentale. Elle prend sa source sur le plateau de Langres en Bourgogne et coule sur près de 800 km jusqu'à la Manche. Son bassin versant couvre une grande partie du territoire que Charles le Chauve gouverne. Et sur ses rives se trouvent certaines des villes et des monastères les plus riches de la chrétienté. En remontant depuis la mer, un navigateur viking trouve d'abord Jumièges, une abbaye fondée au 7e siècle, célèbre pour sa bibliothèque et ses trésors. Puis Rouen, l'ancienne capitale de la Neustrie, avec sa cathédrale et ses marchands prospères. Plus haut encore, Saint-Denis, la nécropole des rois francs, où les reliques du saint patron de la France attirent des pèlerins de tout l'Empire. Et enfin, Paris, l'ancienne Lutèce des Romains, devenue l'une des plus grandes villes du royaume. Pour les Vikings, la Seine est une invitation au pillage. Le fleuve est large, profond, navigable par des drakkars sur la quasi-totalité de son cours. Les courants sont modérés. Les rives sont fertiles et cultivées, offrant des provisions faciles pour une armée en marche. Et surtout, il n'y a personne pour les arrêter. Car c'est là le fait crucial, le royaume franc n'a pas de défense côtière digne de ce nom. Charlemagne avait compris la menace nordique. Il avait ordonné la construction de flottes et de tours de guet le long des côtes. Mais après sa mort, ses projets ont été abandonnés.
Les guerres civiles ont absorbé toutes les ressources. Les navires ont pourri dans les ports. Les tours de guet se sont effondrés. Charles le Chauve n'a pas de marine. Il n'a pas de système d'alerte précoce. Il n'a pas de garnison permanente le long des fleuves. Quand les Vikings arrivent, la première ligne de défense est souvent un paysan terrorisé qui court vers le village le plus proche pour donner l'alarme. Et les Vikings sont rapides. Terriblement rapides. Un drakkar à la voile, avec un bon vent, peut couvrir 200 km en une journée. Les messagers francs à cheval, sur les routes défoncées de l'époque, ne peuvent pas aller aussi vite. Il arrive souvent que les Vikings attaquent une ville avant même que la nouvelle de leur arrivée sur les côtes ait atteint les autorités. C'est exactement ce qui se passe dans les années qui précèdent le siège de Paris. Les Vikings remontent la Seine à plusieurs reprises, pillant au passage, puis redescendent vers la mer avant qu'une armée franque ait pu se rassembler. En 841, Rouen est saccagé. L'archevêque de la ville est tué. Les moines s'enfuient avec leurs reliques. La population est massacrée ou réduite en esclavage. En 843, les Vikings prennent Nantes, à l'embouchure de la Loire, un autre grand fleuve. Ils arrivent le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, quand la ville est pleine de pèlerins et de marchands venus pour la foire. Le massacre est effroyable. L'évêque de Nantes est tué devant l'autel de sa cathédrale. Ces raids ne sont plus des expéditions de pillage opportunistes. Ils deviennent des campagnes militaires organisées. Les Vikings établissent des bases permanentes sur les côtes et sur les îles des estuaires. Ils hivernent en territoire franc au lieu de rentrer en Scandinavie. Ils se renseignent sur les calendriers des fêtes chrétiennes, sachant que ces jours-là les églises seront pleines et les gardes relâchés. Et en 845, ils décident de frapper le plus grand coup de tous. Ils vont attaquer Paris, le cœur symbolique du royaume, le jour le plus sacré de l'année chrétienne. L'homme qui mène cette expédition, si l'on en croit les sources, est une figure qui fascine et terrifie depuis plus de 1000 ans. Ragnar Lodbrok. Son nom seul évoque des images de violence et de gloire. Il est le héros de sagas islandaises, le personnage principal de séries télévisées modernes, le symbole de l'âge viking dans l'imagination populaire. Mais qui était vraiment cet homme? La vérité est que nous ne savons pas avec certitude. Les sources qui mentionnent Ragnar sont contradictoires, légendaires, écrites des siècles après les faits. Il est possible que Ragnar Lodbrok soit un personnage composite, un amalgame de plusieurs chefs vikings réels dont les exploits ont été fusionnés par la tradition orale. Il est également possible qu'il ait réellement existé mais que sa biographie ait été embellie au point de devenir méconnaissable. Voici ce que les sources nous disent. Selon les sagas scandinaves, Ragnar était un roi danois du IXe siècle, fils du roi légendaire Sigurd Ring. Son surnom, Lodbrok ou Lodbrok, signifierait bret velu ou culotte de fourrure, une référence à un vêtement de cuir ou de fourrure qu'il aurait porté. Selon une légende, il aurait fait fabriquer ce vêtement pour se protéger contre le venin d'un serpent géant qu'il devait combattre pour gagner la main d'une princesse. Les sagas lui attribuent de nombreuses épouses et de nombreux fils. La plus célèbre de ces épouses est Aslo, une princesse qui prétendait descendre du héros Sigurd le tueur de dragons. Parmi ses fils, plusieurs vont marquer l'histoire, Björn Côte de Fer, qui mènera des raids jusqu'en Méditerranée, Ivar le Désossé, un génie militaire peut-être atteint d'une maladie des os, Sigurd œil de serpent, Halfdan, Hub. Ses fils, appelés les Ragnarsons, vont devenir eux-mêmes des figures légendaires. Leur invasion de l'Angleterre en 865 à la tête de la grande armée païenne est l'un des événements les plus importants de l'histoire britannique. Mais qu'en est-il du siège de Paris? Les sources franques, notamment les Annales de Saint-Bertin, mentionnent qu'en 845, une flotte de 120 navires nordiques a remonté la Seine sous le commandement d'un chef nommé Regineri ou Ragnarius. Ce nom ressemble suffisamment à Ragnar pour que de nombreux historiens aient fait le lien. Selon les Annales, ce Regineri était un chef danois de haut rang. Certaines sources le décrivent comme un ancien vassal de l'empereur Lothaire, le frère aîné de Charles le Chauve, qui se serait retourné contre les Francs après une querelle. Si c'est vrai, cela expliquerait comment les Vikings connaissaient si bien la géographie du royaume et le meilleur moment pour frapper. Mais nous devons être prudents. Les moines francs qui écrivaient les chroniques n'avaient pas accès aux chefs vikings. Ils ne connaissaient pas leur nom, leur titre, leur motivation. Ils rapportaient ce qu'ils entendaient dire, ce qui était souvent déformé par la peur et l'incompréhension. Ce que nous pouvons dire avec plus de certitude, c'est le profil typique d'un chef viking comme celui qui a mené le raid de 845. Un tel homme serait issu de la haute noblesse scandinave, car seuls les jarls avaient les ressources pour équiper une flotte de 120 navires. Chaque drakkar coûtait une fortune en bois, en fer, en main-d'œuvre. Rassembler 5000 guerriers exigeait un réseau d'alliances et une réputation qui ne s'acquérait pas facilement. Il aurait fait ses preuves dans des raids précédents, démontrant son courage, sa ruse et sa chance. Les Vikings croyaient fortement à la chance comme une qualité personnelle que certains hommes possédaient et d'autres non. Un chef malchanceux perdait rapidement ses suivants. Il aurait été généreux avec ses hommes, partageant le butin équitablement,
récompensant la bravoure, punissant la lâcheté. La relation entre un chef viking et ses guerriers n'était pas celle d'un seigneur et de ses sujets. C'était un contrat basé sur le respect mutuel et le profit partagé. Un guerrier pouvait quitter un chef qui ne le satisfaisait pas pour en rejoindre un autre. Enfin, un tel chef aurait été impitoyable. La guerre viking ne connaissait pas la chevalerie ni la miséricorde. Les prisonniers étaient tués, réduits en esclavage, ou rançonnés selon leur valeur. Les populations civiles étaient massacrées si elles résistaient, terrorisées si elles se rendaient. Cette terreur était délibérée, calculée. Elle brisait la volonté de résistance avant même que les combats ne commencent. Ragnar, s'il était bien le chef du raid de 845, correspondait à ce profil. Les sources lui attribuent des raids antérieurs contre l'Angleterre et les côtes franques. Sa réputation était telle que son nom seul faisait fuir les populations. Et en ce printemps de 845, il rassemble la plus grande flotte viking jamais vue sur les côtes franques. 120 navires. 5000 guerriers affamés de gloire et d'or. Direction, Paris. Pour comprendre ce que les Vikings vont détruire, il faut d'abord comprendre ce qu'était Paris en l'an 845. Et je dois vous prévenir, si vous imaginez la capitale moderne avec ses boulevards, ses monuments et ses millions d'habitants, vous allez être surpris. Le Paris du IXe siècle est une ville modeste, presque provinciale à nos yeux, mais c'est néanmoins l'un des joyaux du royaume franc. La ville s'organise autour de l'île de la Cité, cette langue de terre en forme de navire ancré au milieu de la Seine. C'est là que bat le cœur de Paris depuis l'époque romaine, quand la tribu gauloise des Parisis y avait établi son oppidum. Les Romains l'avaient appelé Lutèce et en avaient fait une ville prospère, avec des thermes, un forum, un amphithéâtre. Mais les invasions barbares du 5e siècle avaient détruit la ville romaine, et les habitants s'étaient repliés sur l'île, plus facile à défendre. En 845, l'île de la Cité abrite les bâtiments les plus importants de la ville. Il y a d'abord la cathédrale Saint-Étienne, l'ancêtre de Notre-Dame, un édifice moins grandiose que celui qui sera construit 3 siècles plus tard mais déjà impressionnant pour l'époque. À côté de la cathédrale se trouve le Palais Royal, résidence occasionnelle des rois carolingiens quand ils séjournent à Paris. Ce n'est pas un château fort comme ceux qui surgiront plus tard, mais un ensemble de bâtiments en pierre et en bois, confortables mais vulnérables. L'île est reliée aux deux rives par des ponts de bois. Le grand pont au nord mène vers la rive droite, où s'étend un faubourg de marchands et d'artisans. Le petit pont au sud conduit vers la rive gauche, dominé par la montagne Sainte-Geneviève où subsistent les ruines des monuments romains. Ces ponts sont vitaux pour le commerce, car Paris est un carrefour de routes fluviales et terrestres. Les marchands qui descendent la Seine depuis la Champagne, ceux qui remontent depuis la Normandie, ceux qui arrivent par les routes de l'Est et du Sud, tous passent par Paris. Mais la vraie richesse de Paris ne se trouve pas dans la ville elle-même. Elle se trouve dans les grandes abbayes qui l'entourent comme une couronne de joyaux. Sur la rive gauche, à quelques centaines de mètres des remparts, se dresse l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Fondée au VIe siècle par le roi mérovingien Childebert, elle abrite les reliques de Saint-Germain, l'un des évêques les plus vénérés de Paris. Son église est magnifique, ses bâtiments conventuels sont vastes, sa bibliothèque est célèbre dans tout le monde chrétien. Mais surtout, ses trésors sont immenses. Des siècles de donations royales et aristocratiques ont rempli ses coffres d'or, d'argent, de pierres précieuses, de tissus de soie, d'ivoire sculpté. Plus loin vers le nord, à environ 10 km de Paris, se trouve l'abbaye de Saint-Denis. C'est le sanctuaire le plus sacré du royaume franc. Saint-Denis, premier évêque de Paris, y aurait été enterré après son martyre au IIIe siècle. Selon la légende, après avoir été décapité sur la butte Montmartre, il aurait ramassé sa tête et marché jusqu'à l'emplacement de l'abbaye avant de s'effondrer. Ce miracle avait fait de lui le saint patron de la France et de son tombeau un lieu de pèlerinage majeur. Mais Saint-Denis n'est pas seulement un sanctuaire. C'est aussi la nécropole des rois francs. Depuis Dagobert au 7e siècle, presque tous les rois de France y sont enterrés. Leurs tombeaux sont ornés d'or et de gemmes. Le trésor de l'abbaye contient les regalias, les objets sacrés utilisés pour le couronnement des rois. Perdre Saint-Denis serait perdre le cœur spirituel de la monarchie franque. La population de Paris en 845 est difficile à estimer. Les historiens proposent des chiffres allant de 10 000 à 25 000 habitants, ce qui en ferait une ville de taille moyenne pour l'époque, comparable à Cologne ou à Milan, mais bien plus petite que Constantinople ou Cordoue. La plupart des habitants sont des artisans, des commerçants, des domestiques. Il y a aussi un clergé nombreux, des moines, des prêtres, des clercs attachés à la cathédrale et aux nombreuses églises de la ville. Ces gens vivent dans des maisons de bois et de torchis, serrées les unes contre les autres dans des ruelles étroites et boueuses. Il n'y a pas d'égout, pas d'eau courante, pas d'éclairage public. Les déchets sont jetés dans la rue ou dans la Seine. Les incendies sont fréquents et dévastateurs. C'est une vie dure, mais c'est aussi une vie relativement sûre, car Paris n'a pas été attaqué depuis des générations. Cette sécurité est sur le point de prendre fin. Car les défenses de Paris sont dérisoires.
L'île de la Cité possède une enceinte, un mur de pierre hérité de l'époque romaine et plusieurs fois réparé. Mais ce mur est bas, mal entretenu, et il ne protège que l'île elle-même. Les faubourgs sur les deux rives sont complètement ouverts. Les abbayes n'ont pas de fortification digne de ce nom. Leurs murs sont conçus pour marquer une limite sacrée, pas pour résister à un assaut militaire. Il n'y a pas de garnison permanente à Paris. Le roi Charles le Chauve réside rarement dans la ville, préférant ses palais de Compiègne, de Quierzy ou de Ponthion. Quand il est absent, la défense de Paris repose sur le comte de la ville, un officier royal dont les moyens sont limités, et sur la milice urbaine, des bourgeois armés qui n'ont jamais vu un véritable combat. En résumé, Paris en 845 est une ville riche, célèbre, symboliquement importante, mais presque totalement sans défense. Pour les Vikings, c'est une cible idéale. Et ils arrivent. C'est en mars 845 que la flotte viking entre dans l'estuaire de la Seine. 120 dracars, leurs voiles gonflées par le vent d'ouest, leurs proues sculptées pointées vers l'intérieur des terres. Le spectacle est à la fois magnifique et terrifiant. Les paysans des villages côtiers, habitués aux navires de pêche et aux barges de commerce, n'ont jamais rien vu de pareil. La nouvelle se répand le long du fleuve comme une traînée de poudre. Les Vikings arrivent. Les démons du Nord sont là. Dans les villages, les paysans rassemblent ce qu'ils peuvent et fuient vers les forêts ou les hauteurs. Dans les monastères, les moines emballent frénétiquement les reliques et les objets les plus précieux, espérant les mettre à l'abri avant l'arrivée des pillards. Certains n'ont pas le temps de fuir. La flotte viking remonte la Seine avec une efficacité méthodique. Chaque village sur le passage est pillé, chaque ferme est vidée de ses provisions. Les hommes qui résistent sont tués sur place. Les femmes et les enfants sont capturés pour être vendus comme esclaves sur les marchés de Scandinavie ou de l'Orient. Les Vikings ne se pressent pas. Ils savent que personne ne peut les arrêter. Ils prennent le temps de savourer leur supériorité. Quand la nouvelle de l'invasion atteint Charles le Chauve, le roi est loin de Paris, probablement dans l'un de ses palais de l'Est du royaume. Il réagit avec la lenteur caractéristique de l'administration carolingienne. Il envoie des messagers pour convoquer l'armée. Il ordonne aux comtes de rassembler leur contingent. Il commence à marcher vers Paris. Mais rassembler une armée franque prend du temps. Les vassaux doivent recevoir l'ordre, équiper leurs hommes, faire le voyage jusqu'au point de rassemblement. Les routes sont mauvaises, les communications lentes. Pendant que Charles réunit ses forces, les Vikings continuent d'avancer. Le roi tente une manœuvre désespérée. Il divise le peu de troupes dont il dispose en deux corps et les place sur les deux rives de la Seine, espérant prendre les Vikings en tenaille. C'est une idée raisonnable sur le papier, mais son exécution est catastrophique. Sur la rive droite, un contingent franc se trouve face à l'avant-garde viking. Les sources ne nous donnent pas les détails de ce qui se passe, mais le résultat est clair, les Francs sont écrasés. 111 prisonniers sont capturés par les Vikings. Ce qui arrive à ces prisonniers est l'un des épisodes les plus glaçants de toute l'histoire viking. Ragnar, ou quel que soit le chef qui commande la flotte, ordonne que les 111 captifs soient exécutés publiquement. Pas discrètement, pas rapidement. Publiquement, lentement, de manière à ce que les témoins sur l'autre rive puissent voir exactement ce qui se passe. Les sources franques décrivent une pendaison de masse sur une île au milieu du fleuve. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'un sacrifice rituel à Odin, le dieu viking qui présidait aux pendus et aux morts au combat. D'autres y voient simplement une tactique de terreur psychologique, destinée à briser le moral des défenseurs francs. Quelle que soit la motivation, l'effet est dévastateur. Les soldats francs sur la rive gauche, qui ont assisté impuissants au massacre de leurs camarades, perdent toute volonté de combattre. Quand les Vikings reprennent leur avance, il n'y a plus personne pour leur barrer la route. La voie vers Paris est ouverte. Le dimanche de Pâques 845, le 28 mars selon notre calendrier, est normalement le jour le plus joyeux de l'année chrétienne. C'est le jour où l'Église célèbre la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Les fidèles se rassemblent dans les églises pour des messes solennelles. Les cloches sonnent à toute volée. Les jeûnes du carême sont rompus par des festins. Mais en ce dimanche de Pâques 845, les habitants de Paris ne pensent pas à la résurrection. Ils pensent à la mort qui approche sur la Seine. Les dracars vikings apparaissent devant Paris dans la matinée. 120 navires, disposés en formation de combat, leurs équipages en armes alignés sur les ponts. Les figures de proue, ces dragons et serpents sculptés qui donnent leur nom aux dracars, semblent regarder la ville avec une faim de prédateurs. Imaginez ce que les Parisiens voient depuis les remparts de l'île de la Cité. Imaginez le silence qui tombe sur la foule quand les premiers navires apparaissent au détour du fleuve. Imaginez les cris de terreur, les pleurs des enfants, les prières désespérées des vieillards. Les cloches des églises, qui auraient dû sonner l'Alléluia pascal, sonnent maintenant le tocsin. Ce n'est plus un appel à la prière, c'est un cri d'alarme. Les portes de la ville sont fermées et barricadées. Les quelques soldats disponibles prennent position sur les murailles.
Les moines et les prêtres sortent les reliques des saints, les brandissant vers les envahisseurs comme des armes spirituelles. Mais les reliques ne font pas peur aux Vikings. Ces hommes ne croient pas au pouvoir des ossements chrétiens. Pour eux, ce ne sont que des os comme les autres, et les chasses qui les contiennent ne sont que de l'or et de l'argent à fondre. Charles le Chauve n'est pas à Paris. Le roi est encore en route avec ce qui reste de son armée, trop loin pour intervenir. Le comte de Paris, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, doit faire face seul à la catastrophe. Il ne dispose que de quelques centaines d'hommes, peut-être moins, contre 5000 guerriers vikings endurcis. La situation est désespérée, et tout le monde le sait. Les Vikings ne lancent pas d'assaut immédiat contre l'île de la Cité. Pourquoi se fatiguerait-il à escalader des murs quand il y a tellement de richesses sans défense autour de la ville? Il commence par les faubourgs. Les quartiers sur les deux rives, ces zones d'habitation et de commerce qui s'étendent hors des remparts, sont complètement ouverts. Les Vikings débarquent, se déploient en groupes de combat, et commencent leur travail. Ce travail, c'est le pillage systématique. Chaque maison est fouillée, retournée, vidée de tout ce qui a de la valeur. Les coffres sont brisés, les planchers arrachés à la recherche de cachettes, les jardins creusés à la recherche de trésors enterrés. Ce que les Vikings ne peuvent pas emporter, ils le détruisent ou le brûlent. Les habitants qui n'ont pas eu le temps de fuir sur l'île de la Cité sont capturés ou tués. Les hommes valides sont enchaînés pour être vendus comme esclaves. Les femmes subissent le sort que vous pouvez imaginer. Les vieillards et les enfants trop jeunes pour avoir de la valeur sont souvent massacrés sur place, car ils ne valent pas la nourriture qu'il faudrait pour les garder en vie. Les sources franques décrivent des scènes d'horreur, des familles entières égorgées dans leurs maisons, des rues jonchées de cadavres, des puits empoisonnés par les corps qu'on y jette. Ces descriptions sont peut-être exagérées par les moines qui les écrivent, mais elles reflètent une réalité brutale. Les Vikings ne font pas la guerre selon les codes qui régissent les conflits entre chrétiens. Ils ne respectent pas les non-combattants, ne reconnaissent pas le droit d'asile des églises, ne font pas de quartier aux vaincus. Puis les Vikings se tournent vers les vraies cibles, les abbayes. Saint-Germain-des-Prés est la première à tomber. L'abbaye, située sur la rive gauche à faible distance des murs de Paris, n'a aucun moyen de résister. Ces moines ont eu quelques heures pour rassembler les reliques les plus précieuses et fuir vers l'île de la Cité, mais ils ont dû abandonner l'essentiel. Les Vikings entrent dans l'abbaye comme dans un coffre-fort ouvert. Les églises sont dépouillées de leurs ornements. Les autels, couverts de plaques d'or et d'argent, sont démontés. Les calices, les ciboires, les croix processionnelles, les reliures serties de gemmes, tout est jeté dans des sacs. Les manuscrits enluminés, ces chefs d'œuvre qui représentent des années de travail patient, sont méprisés. Le parchemin ne vaut rien pour les Vikings. Certains manuscrits sont brûlés. D'autres sont jetés dans la boue. La bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, l'une des plus riches du monde chrétien, est en grande partie détruite ce jour-là. Des siècles de savoir, des textes antiques copiés par des générations de moines, des chroniques irremplaçables, disparaissent dans les flammes. C'est une perte culturelle incalculable, l'une des nombreuses catastrophes qui font du IXe siècle un âge sombre pour la transmission du savoir. Après Saint-Germain-des-Prés, c'est le tour de Saint-Denis. L'abbaye royale, située à plusieurs kilomètres au nord de Paris, est une cible encore plus tentante. C'est là que se trouve le trésor des rois francs, accumulé depuis des siècles. C'est là que reposent les corps des souverains, dans des tombeaux ornés d'or. C'est là que les Vikings peuvent frapper la monarchie franque en plein cœur. Les moines de Saint-Denis ont eu plus de temps pour préparer leur fuite. Ils ont emporté les reliques de Saint-Denis et les objets les plus sacrés. Mais ils n'ont pas pu tout emporter. Quand les Vikings arrivent, ils trouvent encore suffisamment de trésors pour remplir plusieurs navires. Et ils ne se contentent pas de piller. Ils profanent. Les tombeaux royaux sont ouverts, les sarcophages brisés. Les Vikings ne cherchent pas les corps des rois, ils cherchent les bijoux et les objets précieux enterrés avec eux. Les ossements royaux sont dispersés, piétinés, jetés comme des déchets. C'est une insulte délibérée à la mémoire des Carolingiens, une façon de montrer que les morts illustres des Francs ne sont rien pour les guerriers du Nord. Pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, les Vikings poursuivent leur pillage méthodique. Ils ratissent la région autour de Paris, vidant chaque église, chaque monastère, chaque domaine noble de ses richesses. Les Parisiens, terrés sur l'île de la Cité, entendent les cris et voient les colonnes de fumée s'élever dans le ciel. Ils attendent que leur roi vienne les sauver. Mais le roi ne vient pas. Charles le Chauve est toujours en route, et quand il arrive enfin à proximité de Paris avec son armée, il constate l'étendue du désastre. Son armée est trop faible pour affronter les Vikings en bataille rangée. Les contingents qui l'accompagnent sont démoralisés par les nouvelles du massacre de leurs camarades sur les rives de la Seine. Les nobles murmurent, hésitent, cherchent des excuses pour ne pas combattre. Charles comprend qu'il ne peut pas gagner par les armes. Il ne lui reste qu'une option, négocier. La négociation avec les Vikings est une humiliation que Charles le Chauve n'oubliera jamais.
Mais c'est aussi un témoignage de son pragmatisme, ou peut-être de sa lâcheté, selon le point de vue. Les pourparlers commencent probablement quelque part sur les rives de la Seine, dans un terrain neutre où les deux parties peuvent se rencontrer sans risque. Charles envoie des ambassadeurs, des évêques peut-être, des hommes habitués à négocier avec des ennemis. Mais les Vikings ne sont pas des ennemis ordinaires. Ils ne respectent pas les conventions diplomatiques. Ils ne cherchent pas la paix ou la réconciliation. Ils veulent une seule chose, de l'argent. Le chef viking, que les sources appellent Ragnar ou Regineri, fait connaître ses conditions. Il veut une rançon massive en échange de son départ. Si le roi paie, les Vikings quitteront Paris et redescendront la Seine vers la mer. Si le roi refuse, ils continueront à piller jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le montant demandé est colossal, 7000 livres d'argent. Pour comprendre ce que représente cette somme, il faut savoir qu'une livre carolingienne équivaut à environ 400 grammes d'argent. 7000 livres représentent donc près de 3 tonnes d'argent pur. C'est une fortune qui dépasse de loin les ressources immédiates du trésor royal. Cette pratique de paiement de tribut aux Vikings deviendra si courante dans les décennies suivantes qu'elle recevra un nom, le Dangeld, littéralement l'or des Danois. Les royaumes chrétiens d'Europe, incapables de vaincre les envahisseurs, vont prendre l'habitude de les payer pour qu'ils partent. C'est une solution temporaire qui encourage paradoxalement de nouveaux raids, puisqu'elle prouve aux Vikings que l'agression paie. Mais en 845, le concept est encore nouveau. Charles le Chauve est le premier roi franc à payer une rançon aussi massive aux Normands. C'est un précédent dangereux, et le roi le sait. Mais que peut-il faire d'autre? Il ordonne que l'argent soit rassemblé. Les coffres royaux sont vidés. Les évêchés et les monastères sont mis à contribution. Les taxes sont levées d'urgence. Les objets précieux sont fondus pour récupérer le métal. Pendant que le trésor s'accumule, les Vikings attendent patiemment, continuant à piller les environs pour passer le temps. Finalement, la rançon est réunie et livrée aux Vikings. 7000 livres d'argent changent de main, passant des coffres francs au cale des dracars. C'est l'une des plus grandes extorsions de l'histoire médiévale. Les Vikings tiennent leurs promesses. Ils commencent à se retirer. Mais avant de partir, ils laissent un dernier message. Selon certaines sources, Ragnar ramène au Danemark une poutre provenant de l'une des portes de Paris. Cette poutre sera suspendue dans un temple d'Odin comme trophée, preuve tangible que les dieux nordiques sont plus puissants que le dieu des chrétiens. C'est peut-être une légende. Mais vraie ou fausse, elle capture l'esprit de l'événement. Les Vikings n'ont pas seulement volé de l'argent. Ils ont volé l'honneur du royaume franc. Mais l'histoire ne finit pas avec le départ des Vikings. Elle prend un tournant inattendu. Alors que la flotte redescend la Seine vers la mer, une maladie mystérieuse commence à frapper les guerriers nordiques. Les sources ne nous permettent pas d'identifier avec certitude cette maladie. Certains historiens pensent à la dysenterie, causée peut-être par la consommation d'eau contaminée ou de nourriture avariée. D'autres suggèrent une forme de choléra ou de typhus. Quelle que soit la maladie, elle fait des ravages. Les hommes tombent malades par dizaines, puis par centaines. Ils sont saisis de fièvre, de crampes, de vomissements. Beaucoup meurent. Pour les chrétiens francs, c'est un miracle, une punition divine infligée aux païens profanateurs. Les moines qui écrivent les chroniques y voient la preuve que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Les Vikings ont peut-être volé les trésors des églises, mais ils n'échapperont pas à la colère céleste. Pour les Vikings eux-mêmes, la maladie est un mystère troublant. Ils ont offensé les dieux d'un peuple étranger en profanant leur temple. Ces dieux se vengent-ils? Les guerriers nordiques ne craignent pas la mort au combat, mais mourir de maladie est une fin misérable qui ne mène pas au Valhalla. Beaucoup de ces hommes fiers et féroces meurent dans leurs propres excréments, loin de leur foyer, sans épée à la main. Ragnar lui-même, selon certaines traditions, tombe malade mais survit. Il rentre au Danemark avec ses navires chargés d'argent et de butin, mais aussi avec des équipages décimés par l'épidémie. Est-ce un triomphe ou une défaite? Les sources ne sont pas claires. Ce qui est clair, c'est que le siège de Paris de 845 a des conséquences profondes et durables. Pour le royaume franc, c'est une humiliation dont il faudra des décennies pour se remettre. Charles le Chauve est discrédité. Ses nobles le méprisent pour avoir payé tribut aux païens au lieu de les combattre. Son autorité, déjà fragile, s'affaiblit encore. Les grands seigneurs commencent à prendre leur distance avec la couronne, préférant assurer leur propre défense plutôt que de compter sur un roi impuissant. Les monastères et les évêchés, qui ont payé une grande partie de la rançon, sont ruinés. Il leur faudra des années pour reconstituer leur trésor. Certains ne s'en remettront jamais. La vie intellectuelle et culturelle du royaume, qui dépendait largement de ces institutions, en souffre terriblement. Mais les conséquences les plus importantes sont peut-être militaires et politiques. Le siège de 845 prouve aux Vikings que les royaumes carolingiens sont des proies faciles. Dans les années qui suivent, les raids s'intensifient. Chaque fleuve de France devient une route d'invasion. La Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône,
tous voient défiler des flottes nordiques. Les Vikings ne se contentent plus de raids éclairs. Ils commencent à établir des bases permanentes sur le territoire franc, des camps fortifiés où ils peuvent passer l'hiver et lancer des expéditions dans toutes les directions. Ils deviennent une présence permanente, une plaie qui ne guérit pas. Charles le Chauve et ses successeurs tentent de réagir. Ils construisent des ponts fortifiés sur les fleuves pour bloquer le passage des Drakkars. Ils érigent des châteaux sur les hauteurs pour surveiller les vallées. Ils réorganisent l'armée pour la rendre plus mobile. Mais ces mesures prennent du temps, et les Vikings ne leur laissent pas de répit. En 856 et 857, Paris est de nouveau attaqué. Les Vikings remontent la Seine avec la même facilité qu'en 845. Cette fois, ils s'installent pendant plusieurs mois, utilisant la région comme base pour des raids vers l'intérieur du royaume. Ils pillent Chartres, Tours, Orléans. Ils menacent même Bourges, au cœur du territoire franc. La population parisienne, traumatisée par le premier siège, vit dans la terreur permanente. À chaque printemps, quand les conditions de navigation redeviennent favorables, les gens se demandent si les Drakkars vont réapparaître. Beaucoup quittent la ville pour se réfugier dans des régions moins exposées. Les années passent. Les règnes se succèdent. Charles le Chauve meurt en 877, suivi par une série de rois faibles et éphémères. L'empire carolingien continue de se fragmenter. Les grands seigneurs deviennent de plus en plus indépendants, construisant leurs propres châteaux, levant leurs propres armées, exerçant leur propre justice. C'est le début de ce que les historiens appellent la féodalité, ce système politique où le pouvoir est dispersé entre des centaines de seigneurs locaux qui ne reconnaissent l'autorité royale que de manière nominale. Ce système est en partie une réponse à l'incapacité du pouvoir central à protéger ses sujets. Si le roi ne peut pas vous défendre contre les Vikings, autant vous défendre vous-même. Mais les Vikings, eux aussi, évoluent. Ils ne sont plus simplement des pillards venus de loin pour voler et repartir. Certains commencent à s'installer sur les terres qu'ils ont conquises. Ils épousent des femmes franques, apprennent la langue, se convertissent parfois au christianisme. Ils passent du statut de raideur à celui de colon. Cette évolution va atteindre son aboutissement en 885, 40 ans après le premier siège, quand Paris va de nouveau faire face à une armée viking. Mais cette fois, l'histoire va prendre une tournure différente. Le grand siège de 885 à 886 est l'un des événements les plus dramatiques du IXe siècle français. Il mérite qu'on s'y attarde, car il montre à quel point les choses ont changé depuis 845, et à quel point elles sont restées les mêmes. En novembre 885, une immense flotte viking remonte la Seine vers Paris. Les sources parlent de 700 navires et de 30 000 à 40 000 guerriers. Ces chiffres sont probablement exagérés, mais il est clair que c'est une force bien plus importante que celle de 845. Les Vikings veulent non seulement piller Paris, mais remonter la Seine au-delà pour atteindre les riches terres de Bourgogne. Mais Paris en 885 n'est plus la ville sans défense de 845. 4 décennies de raids constants ont forcé les Parisiens à s'adapter. Les 2 ponts qui enjambent la Seine, le Grand Pont au nord et le Petit Pont au sud, ont été fortifiés. À chaque extrémité des ponts, on a construit des tours en pierre, des châtelets qui commandent le passage. Ces fortifications sont encore modestes, mais elles représentent un obstacle que les Vikings ne peuvent pas ignorer. La défense de Paris est confiée à 2 hommes remarquables. Le premier est Gozlin, évêque de Paris, un prélat guerrier qui n'hésite pas à troquer sa crosse contre une épée quand les circonstances l'exigent. Le second est Eudes, comte de Paris, fils de Robert le Fort, un noble qui s'est illustré dans les combats contre les Normands. Eudes, en particulier, va devenir le héros de ce siège. C'est un guerrier né, courageux jusqu'à la témérité, capable d'inspirer ses hommes par l'exemple. Quand les Vikings arriveront devant les murs, c'est lui qui sera toujours au premier rang, repoussant les assauts, organisant les sorties, maintenant le moral des défenseurs. Les Vikings arrivent devant Paris le 25 novembre 885. Leur chef est un dénommé Siegfried, parfois identifié avec Sigurd, l'un des fils légendaires de Ragnar Lodbrok. Siegfried propose un marché aux Parisiens. Laissez-nous passer sous les ponts pour remonter la Seine, et nous ne toucherons pas à votre ville. C'est une offre tentante. Les Parisiens pourraient éviter le combat en laissant simplement les Vikings continuer leur route vers les terres en amont. Mais accepter cette offre serait trahir les populations de Bourgogne qui seraient alors livrées au pillage. Et surtout, ce serait reconnaître que Paris est incapable de résister, ce qui encouragerait de nouveaux raids à l'avenir. Gozlin et Eudes refusent. Les Vikings devront passer sur leurs cadavres. Ce qui suit est un siège épique de plus d'1 an, l'un des plus longs et des plus acharnés de l'histoire médiévale. Les Vikings lancent assaut après assaut contre les tours des ponts. Ils utilisent des béliers, des tours de siège, des machines de jet. Ils tentent de brûler les ponts, de les saper, de les submerger avec des brûlots. Les Parisiens résistent avec une ténacité désespérée. Quand une section de muraille s'effondre, ils la reconstruisent dans la nuit. Quand les Vikings percent une brèche, ils la colmatent avec leur propre corps.
Ils versent de l'huile bouillante et de la poix enflammée sur les assaillants. Ils font des sorties audacieuses pour détruire les machines de siège ennemies. Eudes est partout à la fois. Un jour, il tient seul une brèche contre une masse d'assaillants, le temps que ses hommes apportent des renforts. Un autre jour, il traverse les lignes ennemies pour aller chercher des secours et revient avec une poignée de cavaliers qui brise un assaut viking au moment crucial. Mais le siège est terrible. La famine s'installe. Les maladies se répandent. Gozlin lui-même meurt de maladie en avril 886, privant les défenseurs de leur chef spirituel. Des milliers de Parisiens périssent de faim ou de maladie avant de succomber aux armes vikings. Et le roi? Où est le roi? Charles le Gros, l'empereur carolingien qui règne alors sur la majeure partie de l'ancien empire de Charlemagne, met des mois à rassembler une armée. Quand il arrive enfin devant Paris à l'automne 886, il dispose de forces considérables. Les Parisiens, épuisés mais invaincus, espèrent enfin une victoire décisive. Mais Charles le Gros ne livre pas bataille. Au lieu de cela, il négocie avec les Vikings. Il leur offre un tribut de 700 livres d'argent et l'autorisation de passer sous les ponts pour aller piller la Bourgogne, exactement ce que les Parisiens avaient refusé un an plus tôt. C'est une trahison monumentale. Les défenseurs de Paris ont résisté pendant un an, sacrifié des milliers de vies, pour empêcher exactement ce que l'empereur vient d'autoriser. Leur sacrifice a été rendu vain par la lâcheté ou l'incompétence de leur souverain. Les Parisiens sont furieux. Le mépris qu'ils éprouvent pour Charles le Gros va contribuer à sa chute 2 ans plus tard. En 888, l'empereur est déposé par ses propres nobles, trop discrédités pour régner. Et qui les nobles choisissent-ils pour lui succéder sur le trône de Francia Occidentalis? Eudes, le comte de Paris, le héros du siège. C'est un tournant majeur. Pour la première fois depuis Charlemagne, un non-carolingien monte sur le trône de France. Eudes a gagné la couronne par son courage et son leadership, pas par sa lignée. C'est le début d'une nouvelle ère où le mérite militaire compte autant que le sang royal. Le règne d'Eudes est agité, contesté par les partisans carolingiens, mais il établit un précédent. Sa famille, les Robertiens, reviendra sur le trône un siècle plus tard avec Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne qui régnera sur la France pendant 8 siècles. On peut donc dire, sans trop exagérer, que le siège de Paris de 885 à 886 a changé le cours de l'histoire de France. Mais il a aussi changé le cours de l'histoire viking. Le siège de 885 à 886 marque un tournant non seulement pour la France, mais aussi pour les Vikings eux-mêmes. Quelque chose est en train de changer dans leur relation avec les terres qu'ils pillent depuis des décennies. Ils ne sont plus simplement des raideurs qui viennent, volent et repartent. Ils deviennent autre chose. Ils deviennent des voisins. Pour comprendre cette transformation, il faut regarder ce qui se passe dans les décennies qui suivent le grand siège de Paris. Les raids continuent, certes, mais ils prennent une forme différente. Les Vikings ne cherchent plus seulement du butin à rapporter en Scandinavie. Ils cherchent des terres où s'installer. Cette évolution a plusieurs causes. En Scandinavie, la situation politique se stabilise progressivement. Des royaumes plus centralisés émergent au Danemark et en Norvège, limitant les opportunités pour les chefs de guerre indépendants. Les jeunes hommes ambitieux qui auraient autrefois mené des raids pour faire fortune trouvent de moins en moins de place dans leur pays d'origine. En même temps, les terres franques, malgré des décennies de dévastation, restent attractives. Le climat est plus doux qu'en Scandinavie. Les sols sont plus fertiles. Les villes, même pillées, offrent un niveau de confort et de civilisation que les Vikings n'ont pas chez eux. Pourquoi rentrer dans le froid du Nord quand on peut rester dans la douceur de la Gaule? Dès les années 850 et 860, des groupes de Vikings commencent à s'établir de manière semi-permanente sur le territoire franc. Ils occupent des îles dans les estuaires, des presqu'îles faciles à défendre, des zones côtières que les autorités franques sont incapables de leur reprendre. Ces établissements ne sont pas encore des colonies au sens propre, mais ils préfigurent ce qui va venir. Les rois francs, impuissants à chasser ces occupants, tentent parfois de les intégrer. En 862, Charles le Chauve concède à un chef viking nommé Walland le droit de s'installer sur la basse Seine en échange de son aide contre d'autres bandes vikings. C'est une politique de divide et impra, diviser pour régner, qui consiste à utiliser les Normands contre d'autres Normands. Cette politique aura des résultats mitigés. Parfois, les Vikings apprivoisés honorent leurs engagements et combattent leurs compatriotes. Parfois, ils se retournent contre leurs protecteurs francs dès qu'une meilleure opportunité se présente. La confiance est un concept élastique dans les relations franco-vikings du IXe siècle. Mais l'idée fait son chemin. Et elle va trouver son aboutissement en 911, avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, l'un des accords diplomatiques les plus importants et les plus paradoxaux de l'histoire médiévale. En 911, le roi de France Charles le Simple, arrière-petit-fils de Charles le Chauve, fait face à une situation familière. Une grande bande de Vikings, menée par un chef nommé Rollon, s'est installée dans la vallée de la Basse-Seine. Ils ont assiégé Chartres mais ont été repoussés. Cependant,
les Francs n'ont pas les moyens de les chasser définitivement. Charles le Simple décide de tenter une approche radicale. Au lieu de combattre Rollon, il va lui donner légalement ce que le Viking a pris par la force. Il lui offre un territoire correspondant approximativement à l'actuelle Haute-Normandie, la région autour de Rouen. En échange, Rollon devra se convertir au christianisme, prêter hommage au roi, et défendre la côte contre les autres Vikings. La rencontre entre Charles et Rollon à Saint-Clair-sur-Epte est restée célèbre, principalement pour un incident comique rapporté par les chroniqueurs. Selon la coutume franque, Rollon aurait dû s'agenouiller devant le roi et lui baiser le pied en signe de soumission. Rollon, chef de guerre orgueilleux, refuse de s'humilier ainsi. Un compromis est trouvé, l'un de ses hommes baisera le pied du roi à sa place. Le guerrier viking désigné, tout aussi fier que son chef, s'approche de Charles, saisit son pied et le soulève jusqu'à sa bouche, faisant basculer le roi sur le dos. Les Francs présents sont horrifiés par cette insolence. Mais Charles, en politique avisé, choisit d'en rire plutôt que de rompre les négociations. Le traité est signé. La Normandie est née. Ce nom, Normandie, vient bien sûr de Normands, les hommes du Nord. La région va garder ce nom pendant plus de 1000 ans, témoignage permanent de ses origines vikings. Rollon tient parole, du moins en partie. Il se fait baptiser et prend le nom chrétien de Robert. Il épouse la fille d'un noble franc, établissant des liens avec l'aristocratie locale. Il gouverne ses terres avec une efficacité redoutable, réprimant le brigandage, favorisant le commerce, reconstruisant les monastères que ses prédécesseurs avaient détruits. La transformation des Vikings en Normands est stupéfiante par sa rapidité. En l'espace de 2 ou 3 générations, les descendants des pillards scandinaves deviennent des seigneurs francs indiscernables de leurs voisins. Ils parlent français, s'habillent à la mode franque, adoptent le christianisme avec ferveur. Ils construisent des châteaux, fondent des abbayes, patronnent les arts. Ils deviennent, ironiquement, les meilleurs défenseurs du royaume contre les nouveaux raids vikings. Mais ils gardent quelque chose de leurs ancêtres. Ils gardent l'énergie, l'ambition, le goût de l'aventure et de la conquête. Cette énergie va les propulser vers des exploits extraordinaires. En 1066, un duc de Normandie nommé Guillaume, descendant direct de Rollon, traverse la Manche et conquiert l'Angleterre. La bataille d'Hastings, où le roi anglo-saxon Harold est tué, marque le début d'une nouvelle ère pour l'Angleterre. Les Normands apportent leur langue, leurs lois, leur architecture, leur système féodal. L'anglais moderne est un mélange de vieil anglais et de français normand. Les châteaux qui parsèment encore le paysage britannique sont un héritage normand. L'ironie est délicieuse. Les Vikings qui avaient terrorisé l'Angleterre pendant 2 siècles finissent par la conquérir et la gouverner, mais sous une forme francisée. Les descendants des païens qui brûlaient les monastères deviennent les champions de l'Église, construisant des cathédrales et partant en croisade. D'autres Normands vont encore plus loin. Au XIe siècle, des aventuriers normands s'emparent du sud de l'Italie et de la Sicile, chassant les Byzantins et les Arabes. Ils fondent un royaume qui sera l'un des plus brillants de l'Europe médiévale, mêlant les influences latines, grecques et arabes dans une synthèse culturelle unique. D'autres encore participent aux croisades, combattant pour la croix en Terre Sainte. Bohémond de Tarente, un prince normand, fonde la principauté d'Antioche après la première croisade. Le nom viking normand résonne désormais dans tout le bassin méditerranéen. Tout cela commence avec le siège de Paris en 845. Tout cela découle de cette première grande confrontation entre les guerriers du Nord et le royaume des Francs. Mais revenons un instant à l'homme qui a mené ce premier siège, ce Ragnar dont le nom est devenu légendaire. Que lui est-il arrivé après son raid sur Paris? Les sources historiques perdent sa trace assez rapidement. Les annales franques mentionnent que sa flotte a été frappée par une épidémie sur le chemin du retour. Certains historiens pensent qu'il est mort de cette maladie. D'autres pensent qu'il a survécu et continué à mener des raids. Mais c'est dans les sagas scandinaves que Ragnar trouve sa fin la plus mémorable, une fin qui est probablement légendaire mais qui capture parfaitement l'esprit de l'âge viking. Selon la saga de Ragnar Lodbrok et d'autres textes islandais, Ragnar aurait mené un dernier grand raid contre l'Angleterre plusieurs années après le sac de Paris. Mais cette fois, la chance qui l'avait toujours accompagné l'abandonne. Sa flotte est prise dans une tempête et dispersée. Son navire s'échoue sur la côte de Northumbrie avec seulement une poignée de survivants. Le roi de Northumbrie, un homme nommé Elela, capture Ragnar et le reconnaît. C'est une prise extraordinaire. Ragnar est le plus célèbre et le plus redouté des chefs vikings. Sa capture est un triomphe pour Elela, une vengeance pour toutes les souffrances que les Normands ont infligées à l'Angleterre. Elela décide de faire de Ragnar un exemple. Il ordonne qu'on le jette dans une fosse remplie de serpents venimeux. C'est une mort lente, douloureuse, terrifiante, conçue pour humilier le grand guerrier et dissuader d'autres vikings de s'attaquer à la Northumbrie. Mais Ragnar, selon la légende, refuse de leur donner la satisfaction de le voir souffrir. Alors que les serpents le mordent de toutes parts, il chante un poème de mort,
une composition improvisée qui célèbre ses exploits passés et prédit la vengeance terrible que ses fils tireront de sa mort. Le poème, connu sous le nom de Krakumal ou Chant de Kraka, est l'un des plus célèbres de la littérature norroise. Il contient des vers qui sont devenus emblématiques de l'esprit viking. Nous avons combattu avec l'épée. Il me plaît de penser au banquet qu'Odin prépare. Bientôt je serai assis dans sa haute salle, buvant de la bière dans des crânes. Je ne crains pas la mort. Je suis impatient de rejoindre mes ancêtres. Les Valkyries m'appellent. Je rirai en mourant. Ces derniers mots, je rirai en mourant, résument toute une philosophie. La mort n'est pas une fin mais un passage. Le vrai viking accueille la mort au combat avec joie, car elle ouvre les portes du Valhalla. Ragnar, même dans les affres de l'agonie, refuse de montrer de la peur. Il transforme son exécution en apothéose. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les fils de Ragnar, ces guerriers légendaires nommés Bjorn Côte de Fer, Ivar le Désossé, Sigurd Œil de Serpent, Halfdan et Hub, apprennent la mort de leur père. Selon la saga, quand ils reçoivent la nouvelle, chacun réagit selon son tempérament. Bjorn serre sa lance si fort qu'il laisse l'empreinte de ses doigts dans le bois. Sigurd se coupe les ongles jusqu'au sang sans s'en apercevoir. Hvitserk, qui joue aux échecs, serre une pièce si fort qu'il saigne de la paume. Mais c'est Ivar le Désossé, le plus rusé et le plus impitoyable des frères, qui prononce les paroles fatidiques, « Je vengerai notre père ou je mourrai en essayant ». Les fils de Ragnar rassemblent la plus grande armée viking jamais vue. Les sagas l'appellent le Grand Armée païenne ou la Grande Armée danoise. En 865, 20 ans après le siège de Paris, cette armée débarque en Angleterre. Elle ne vient pas pour piller et repartir. Elle vient pour conquérir. Ce qui suit est une campagne de plusieurs années qui bouleverse la carte politique de l'Angleterre. Les royaumes anglo-saxons tombent l'un après l'autre. L'Anglie est conquise en 869. Son roi, Édmond, est martyrisé, attaché à un arbre et criblé de flèches avant d'être décapité. Il sera plus tard canonisé comme Saint Édmond. La Northumbrie tombe également. Et le roi Elela, celui qui avait jeté Ragnar dans la fosse aux serpents, connaît un sort atroce. Selon les sagas, les fils de Ragnar le capturent vivant après une bataille. Ils lui infligent le supplice de l'aigle de sang, une forme d'exécution d'une cruauté inimaginable. La victime est placée face contre terre. Son dos est ouvert avec une épée. Ses côtes sont écartées et ses poumons sont tirés hors de la cavité thoracique pour former des ailes. La victime reste consciente pendant une partie du processus. Les historiens débattent de la réalité historique de l'aigle de sang. Certains pensent que c'est une invention littéraire tardive, un détail macabre ajouté par les auteurs de sagas pour impressionner leur audience. D'autres pensent que c'était une véritable pratique rituelle, peut-être un sacrifice à Odin. Quoi qu'il en soit, la vengeance des fils de Ragnar est accomplie. Leur père est vengé. Et l'Angleterre ne sera plus jamais la même. La grande armée païenne établit ce qu'on appellera le Danelaw, une vaste région du nord et de l'est de l'Angleterre où les lois et les coutumes danoises prévalent. Des milliers de colons scandinaves s'installent, transformant la démographie et la culture de régions entières. Seul le royaume de Wessex, dans le sud-ouest, résiste à la submersion viking. Son roi, Alfred, qu'on appellera plus tard Alfred le Grand, parvient à stopper l'avancée danoise et à préserver un noyau de résistance anglo-saxonne. C'est de ce noyau que renaîtra plus tard l'Angleterre unifiée. Mais l'influence viking en Angleterre reste profonde et durable. Des centaines de mots anglais viennent du vieux norrois. Des milliers de noms de lieux, reconnaissables à leur terminaison en bail ou torp, témoignent de la colonisation scandinave. L'ADN des habitants du nord de l'Angleterre porte encore la trace de ses ancêtres venus du Danemark et de Norvège. Tout cela, encore une fois, peut être retracé jusqu'au siège de Paris en 845. Ragnar, en attaquant la capitale franque, a ouvert une ère d'expansion viking qui va transformer l'Europe. Ses fils, en vengeant sa mort, ont changé l'histoire de l'Angleterre pour toujours. Mais qu'en est-il de Paris elle-même? Comment la ville a-t-elle survécu au siècle de terreur viking? La réponse est, en se transformant. Le Paris qui émerge de l'âge viking est une ville très différente de celle de 845. Elle est plus petite, car beaucoup d'habitants ont fui et ne sont jamais revenus. Elle est plus pauvre, car ses trésors ont été pillés et ses commerces ruinés. Mais elle est aussi plus dure, plus résistante, mieux préparée à affronter l'adversité. Les fortifications, qui étaient dérisoires en 845, sont progressivement renforcées. L'île de la Cité, le cœur historique de la ville, devient une véritable forteresse. Les ponts sont reconstruits en pierre et flanqués de tours défensives. Un château royal, l'ancêtre du palais de la Cité, s'élève sur l'île, symbole de la présence royale et de la protection qu'elle est censée offrir. Sur la rive droite, un nouveau quartier émerge autour du port et des marchés. C'est le début de ce qui deviendra le cœur commercial de Paris, le quartier des Halles et du Châtelet. Sur la rive gauche, l'activité se concentre autour des écoles qui donneront naissance,
au XIIe siècle, à l'Université de Paris. La population revient progressivement. Au Xe siècle, puis au XIe, Paris recommence à croître. Elle n'est pas encore la capitale unique du royaume, les rois préférant souvent résider ailleurs, mais elle est clairement l'une des villes les plus importantes. Et quelque chose d'intangible a changé dans l'esprit des Parisiens. Ils ont connu le pire. Ils ont vu leurs églises brûlées, leurs voisins massacrés, leurs richesses volées. Ils ont survécu. Cette expérience forge une identité collective, une fierté de la résilience, qui va marquer Paris pour des siècles. Le siège de 885 à 886, en particulier, devient un mythe fondateur. L'image d'Eudes tenant la brèche contre les hordes vikings, l'image de Gozlin bénissant les défenseurs entre deux assauts, l'image des Parisiens affamés mais invaincus, tout cela entre dans la mémoire collective. Paris se définit comme une ville qui résiste, une ville qui ne se rend pas. Cette identité sera mise à l'épreuve bien des fois au cours des siècles suivants. Paris sera assiégée par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Elle sera déchirée par les guerres de religion. Elle sera occupée par les Prussiens en 1870 et par les Allemands en 1940. Mais chaque fois, elle survivra, portée par cette conviction profonde que Paris ne meurt jamais. Et tout cela commence en 845, quand une jeune ville vulnérable a découvert ce que signifie être une cible. Alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire? Quelles leçons le siège de Paris en 845 offre-t-il à notre époque, si différente de celle des Vikings et des Carolingiens? La première leçon est peut-être la plus évidente, la faiblesse attire les prédateurs. L'Empire carolingien n'a pas été attaqué par les Vikings parce qu'il était fort. Il a été attaqué parce qu'il était faible. Les guerres civiles entre les fils de Louis le Pieux ont détruit la cohésion du royaume. L'absence de défense côtière a rendu les raids faciles et profitables. L'incapacité des rois à protéger leurs sujets a encouragé de nouvelles attaques. Les Vikings n'étaient pas des forces de la nature aveugle. C'étaient des calculateurs rationnels qui pesaient les risques et les bénéfices. Ils attaquaient là où les défenses étaient faibles et les richesses abondantes. Quand les défenses se renforçaient, comme à Paris en 885, ils trouvaient l'entreprise moins attrayante. C'est une leçon que les sociétés de toutes les époques feraient bien de méditer. La paix ne se préserve pas seulement par de bonnes intentions. Elle se préserve aussi par la capacité de se défendre. La deuxième leçon concerne l'adaptabilité. Les Francs du IXe siècle ont été lents à s'adapter à la menace viking. Ils ont continué à utiliser des tactiques et des structures militaires conçues pour d'autres types de guerres. Ils ont mis des décennies à comprendre que les Vikings n'étaient pas des ennemis comme les autres et qu'ils exigeaient des réponses nouvelles. Quand ils ont finalement commencé à s'adapter, construisant des ponts fortifiés, érigeant des châteaux, créant des flottes fluviales, la situation a commencé à changer. Le siège de 885 à 886 a montré que Paris pouvait résister quand elle était préparée. L'adaptabilité est une qualité cruciale pour toute société confrontée à des défis nouveaux. Les sociétés qui s'accrochent à des méthodes obsolètes parce qu'elles ont fonctionné dans le passé sont condamnées à souffrir jusqu'à ce qu'elles apprennent, souvent douloureusement, à évoluer. La troisième leçon est plus subtile. Elle concerne la transformation des ennemis en alliés. Les Vikings qui terrorisaient la France en 845 sont devenus, en l'espace de quelques générations, les Normands qui défendaient la France et contribuaient à sa grandeur. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui semblait à l'époque une capitulation honteuse, s'est révélé être un coup de génie politique. En intégrant Rollon et ses hommes dans le système féodal franc, Charles le Simple a transformé des ennemis irréconciliables en vassaux loyaux. Les Vikings, qui n'avaient aucune raison de respecter un royaume chrétien étranger, ont acquis une raison de le défendre, c'était désormais leur royaume aussi. Cette capacité à intégrer l'étranger, à transformer le conquérant en citoyen, est l'une des forces historiques de la France. Elle explique comment un pays envahi tant de fois a pu absorber ses envahisseurs et les faire siens. Mais cette intégration n'est pas automatique. Elle exige de la part des deux parties une volonté de changement. Les Vikings ont dû accepter le baptême, apprendre la langue, adopter les coutumes franques. Les Francs ont dû accepter ces anciens ennemis comme des égaux, leur donner des terres et des titres, les traiter avec respect. C'était un processus difficile, parfois violent, qui a pris des générations. La quatrième leçon concerne la mémoire et l'identité. Le siège de Paris en 845 a été un traumatisme terrible pour les contemporains. Les moines qui l'ont vécu l'ont décrit comme une apocalypse, une punition divine, la fin du monde. Mais ce traumatisme est aussi devenu une source d'identité et de force. Les Parisiens qui ont survécu à 845, puis à 856, puis à 885, ont développé une conscience d'eux-mêmes comme peuple capable de résister à l'adversité. Cette conscience a été transmise de génération en génération, enrichie par de nouveaux épisodes de résistance, jusqu'à devenir l'un des traits définitoires de l'identité parisienne. Les traumatismes collectifs peuvent détruire une communauté, mais ils peuvent aussi la forger. Tout dépend de la façon dont la communauté choisit de se souvenir et d'interpréter son passé.
La cinquième et dernière leçon est peut-être la plus importante. Elle concerne la complexité de l'histoire. Les Vikings de 845 n'étaient pas des monstres unidimensionnels, des incarnations du mal absolu. C'étaient des êtres humains avec leurs propres motivations, leurs propres valeurs, leur propre vision du monde. Ils étaient brutaux selon nos critères, certes, mais ils vivaient dans un monde brutal où la violence était la norme. De même, les Francs n'étaient pas des victimes innocentes. L'Empire carolingien avait été bâti par la conquête et la violence. Charlemagne avait massacré des milliers de Saxons pour les forcer à se convertir au christianisme. Les guerres civiles entre ses descendants avaient causé des souffrances immenses aux populations civiles. L'histoire n'est pas un conte moral avec des bons et des méchants clairement définis. C'est un enchevêtrement de causes et d'effets, de choix et de conséquences, où chaque acteur a ses raisons et ses torts. Comprendre cette complexité ne signifie pas justifier les atrocités. Les massacres commis par les Vikings restent des massacres. Mais comprendre signifie aller au-delà des stéréotypes et des simplifications pour voir les êtres humains derrière les étiquettes. Aujourd'hui, plus de 1000 ans après les événements que je vous ai racontés, que reste-t-il du siège de Paris en 845? Les Dracars ont disparu depuis longtemps. Les guerriers qui les manœuvraient sont devenus poussière. Les trésors qu'ils ont volés ont été fondus, dispersés, perdus. Les bâtiments qu'ils ont brûlés ont été reconstruits, puis détruits à nouveau, puis reconstruits encore. Paris est devenue une métropole de millions d'habitants, l'une des plus grandes villes du monde, un centre de culture, d'art, de sciences, de politique internationale. L'île de la Cité, qui tremblait devant les Vikings, abrite maintenant la cathédrale Notre-Dame, chef-d'œuvre de l'architecture gothique, symbole de la civilisation occidentale. La France est devenue une nation puissante et prospère, ayant survécu à 1000 ans de guerre, de révolution, d'occupation. Les Normands, descendants des Vikings, sont devenus des Français comme les autres, indiscernables de leurs compatriotes bretons, provençaux ou alsaciens. L'Angleterre, conquise par les Normands en 1066, est devenue une puissance mondiale qui a répandu sa langue et sa culture aux quatre coins de la planète. L'anglais que vous entendez aujourd'hui dans les aéroports et sur Internet porte encore la trace du vieux norrois apporté par les Vikings il y a plus d'un millénaire. Et la Scandinavie, d'où sont partis les raideurs qui terrorisaient l'Europe, est devenue l'une des régions les plus pacifiques et les plus prospères du monde. Les descendants des Vikings sont aujourd'hui des citoyens de démocratie moderne, connus pour leur design épuré, leur protection sociale généreuse et leur engagement pour l'environnement. C'est peut-être la plus grande ironie de cette histoire. Les peuples qui s'affrontaient avec tant de férocité il y a 1000 ans sont aujourd'hui des alliés et des partenaires. Les villes que les Vikings brûlaient accueillent maintenant des touristes scandinaves qui viennent admirer les musées et les monuments. Les descendants des victimes et des bourreaux vivent côte à côte dans une paix que leurs ancêtres auraient trouvée inimaginable. L'histoire est ainsi. Les conflits les plus sanglants finissent par s'apaiser. Les haines les plus tenaces finissent par s'estomper. Les ennemis d'hier deviennent les amis de demain. Mais cela ne signifie pas que l'histoire ne compte pas. Au contraire. C'est parce que nous nous souvenons du passé, avec toutes ses souffrances et ses gloires, que nous pouvons construire un présent meilleur. Le siège de Paris en 845 n'est pas seulement une curiosité historique, un épisode lointain sans rapport avec notre vie quotidienne. C'est un chapitre de notre histoire collective, un moment où nos ancêtres ont affronté des défis qui ont façonné le monde que nous habitons. En nous souvenant de Ragnar et de ses Vikings, de Charles le Chauve et de ses Francs, d'Eudes et de ses défenseurs, nous nous souvenons de ce que signifie être humain. Nous nous souvenons que la violence et la cruauté sont toujours possibles, mais que la résilience et le courage le sont aussi. Nous nous souvenons que les civilisations peuvent être détruites, mais qu'elles peuvent aussi renaître de leurs cendres. Et peut-être, en méditant sur ces leçons, pouvons-nous éviter de répéter les erreurs du passé et construire un avenir digne de tous ceux qui ont souffert pour que nous puissions exister. Voilà l'histoire du siège de Paris en 845. L'histoire d'une ville mise à genoux par des guerriers du Nord. L'histoire d'un empire qui s'effondre sous le poids de ses divisions. L'histoire de peuples qui se sont affrontés, puis mêlés, puis réconciliés au fil des siècles. C'est une histoire de feu et de sang, de foi et de terreur, de destruction et de renaissance. C'est une histoire qui nous appartient à tous, quelles que soient nos origines, car elle a contribué à faire de nous ce que nous sommes. Si ce voyage dans les ténèbres du IXe siècle vous a captivé, si vous avez ressenti le frisson de la peur face aux Dracars et la fierté de la résistance face à l'adversité, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ensemble, nous continuerons à explorer ces destins anciens qui ont façonné notre monde. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je trouve extraordinaire que nous soyons connectés à travers les continents par notre passion commune pour l'histoire, tout comme les routes commerciales et les expéditions vikings connectaient jadis des mondes qui se croyaient séparés. Car c'est là le vrai pouvoir de l'histoire. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas les premiers à affronter des défis, et que ceux qui nous ont précédés ont trouvé des moyens de survivre et de prospérer. Leurs histoires sont nos histoires.
leurs victoires et leurs défaites sont notre héritage. À bientôt pour un nouveau voyage dans les destins anciens.